Règlement européen, si vous voulez bien. En admettant, aujourd'hui, je suis une grande entreprise, j'ai une politique de sécurité, j'ai un correspondant informatique et liberté, j'ai appliqué toutes mes règles et j'ai considéré que les DCP, les données à caractère personnel, pardon, étaient correctement protégées, j'ai fait mes audits. Qu'est-ce qui me reste à faire pour me préparer aujourd'hui à ce futur règlement ? Quels sont les plus grands, les 2-3 principaux changements auxquels je dois me préparer tout de suite? Alors, si vous avez déjà fait tout ce travail, vous l'avez probablement fait par rapport aux règles qui existent aujourd'hui, aux lois françaises, qui sont, à ma connaissance, alors encore une fois, je ne suis pas un juriste, mais très proches de ce règlement européen. Donc, vous êtes déjà bien préparé. Ce qu'il reste à faire, c'est probablement de bien regarder tous les aspects formulaires, c'est-à-dire garantir les droits de la personne en s'assurant sur les sites internet, par exemple, que le traitement qui est réalisé est bien décrit dans le détail, de permettre aux personnes d'accéder à leurs données et de les modifier, et probablement une chose qui n'a pas encore été faite et dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, lorsque vous avez fini d'utiliser les données à caractère personnel pour le traitement qui était prévu, vous avez obligation de les supprimer. Donc il va falloir probablement rajouter, d'après le texte encore, et c'est un projet, voilà déjà quelques éléments. Ensuite, si vous faites appel à de la sous-traitance, il va probablement falloir aussi que vous posiez des questions sur comment identifier les données à caractère personnel par rapport à celles qui ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Il y a un travail à réaliser de façon à amener des éléments de preuve. Il y a un moment, il va y avoir un audit. Aujourd'hui, votre système n'est pas soumis à un audit, à ma connaissance. Le jour où vous devez répondre à cet audit, il faut que vous y soyez préparé. Et je pense que cette étape-là, aujourd'hui, c'est ce qui reste à faire. Donc il faut lire le règlement, essayer de le comprendre en termes d'implication et vérifier que tout ça colle parfaitement. C'est pas facile de donner une réponse à une question aussi ouverte que celle-ci, parce que le règlement est quand même très grand. Il y a 135 pages, 91 articles. Là, il y aura toujours une différence entre les RSSI et les fournisseurs. L'inclusif n'existe pas pour les gommer, mais pour les mettre en clair. Il n'y a rien à faire. Et pourquoi il n'y a rien à faire? Parce que tous les aspects à faire sont déjà obligatoires dans la loi informatique et liberté. Donc, là, il n'y a rien à faire à ce niveau-là, jusqu'aux délégations. Les délégations, malheureusement, pour ce que j'ai pu discuter avec la CNIL, ils vont contenir, ils vont aller à nouveau vers la conformité, donc ils vont permettre à quelques vendeurs d'appareils de vendre quelques appareils de plus. C'est malheureusement ce qui traîne dans la Commission européenne depuis pas mal de temps. Mais dans la présentation que tu as fait, Olivier, moi, je regarde chez moi, tout est fait. Et pourquoi tout est fait? Pas par plaisir. Non, mais je veux dire, c'est pas par plaisir. C'est que la loi informatique et liberté, la suppression... Alors, attention sur la suppression des données, etc. Elle fixe les deux choses, l'informatique et liberté. Les délais à partir desquels il faut supprimer et les délais à partir desquels, jusqu'auxquels c'est obligatoire de préserver. Ça, dans les règlements, est beaucoup moins visible. Le règlement est très clair là-dessus. Sur le traitement sur la gestion des données à caractère personnel, il faut les supprimer quand on a fini de les traiter, tel qu'on l'a déclaré, à la personne concernée, sauf si il faut les garder pour des obligations légales, ou si on est un organisme public d'État et donc on les conserve par exemple pour des buts de recherche, ou pour des raisons judiciaires, par exemple. De toute façon, le texte est plein d'articles, plein d'exceptions, plein de renvois. C'est pas un texte qui est très... Il n'y a rien de nouveau par rapport... Je crois que les gens n'ont pas lu Informatique et Liberté. Moi, je crois que la différence si ce texte est effectivement paru au journal officiel de l'Union, la différence qu'il va y avoir entre la façon dont les choses fonctionnent aujourd'hui et la façon dont ça fonctionnera lorsque ce sera mis en application, c'est qu'aujourd'hui, personne ne réclame la preuve que les exigences de sécurité de ces données sont effectives. Et d'ailleurs, vous avez tous, à un moment ou à un autre,
parcouru le web. Vous êtes allé voir, par exemple, je ne sais pas, pour acheter un TomTom, pour acheter une voiture, vous êtes renseigné. Et puis après, quand vous avez changé de site internet, comme par hasard, vous avez eu des publicités qui sont apparues sur ce sujet-là. Ou vous pouvez, et moi c'est ce qui m'est arrivé il y a 2 jours, il y a 3 jours, je suis allé regarder un produit sur internet. Le lendemain, sans avoir donné mes coordonnées, j'ai reçu un mail de la part du site pour me proposer le produit. Ça, c'est typiquement interdit par la loi aujourd'hui, mais ce n'est pas vérifié. Donc la différence, si ce règlement passe, il faudra prouver que vous ne le faites pas. C'est tout. Aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas. Moi, c'est la perception que j'en ai. Hein. Ça ne veut rien dire de prouver quoi que ce soit jusqu'à ce que les délégations ne soient pas publiées. Parce que prouver, ça veut dire un certain nombre de rubriques qui ne figurent pas aujourd'hui dans la loi. Je veux dire, il ne faut pas vendre l'ours avant de l'avoir tué. On est en train de vendre des travaux moi, je veux tuer personne. Moi, je veux tuer personne. Hein. Ensuite, la loi, effectivement, dans ces articles, elle indique les objectifs à atteindre. Elle a prévu des actes délégués. Parce que la réalité de l'industrie, de l'informatique aujourd'hui, c'est que les entreprises sont en concurrence. Donc, tout le monde essaye de serrer les prix. C'est la crise. Donc, il y a des choix à un moment qui seront faits pour des raisons économiques et il y en a d'autres pour des raisons techniques ou pour des raisons juridiques. Donc l'idéal n'arrivera pas dans 2 ans, ni même dans 3, ni dans 4, ni dans 5. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'idéal? Donc il y a prévu dans la loi des actes délégués pour dire, ok, on va dans cette direction-là, on va suivre le sujet, on va faire un état des lieux, et si ce n'est pas satisfaisant, par décret, on émet un acte délégué et on dit maintenant, on fonctionne et on travaille comme ça. Un des éléments importants du texte qui est vraiment intéressant, c'est que la présence du délégué à la protection des données, qui communique entre l'autorité de contrôle nationale et le responsable du traitement, donc le directeur de l'entreprise, il doit suivre tous les sujets qui concernent les données à caractère personnel, il doit former et informer les personnes dans l'entreprise de ce qu'il faut faire, il doit s'assurer que les documents, les procédures sont mises en place, qui sont effectives, et il doit rapporter auprès de l'autorité de contrôle la façon dont ça se passe. Donc il y a déjà toute une partie du texte qui au départ donne les orientations, indique ce qu'il faut faire, et qui permet aux autorités locales, c'est comme ça que je l'ai lu maintenant, de connaître l'état d'avancement de la mise en œuvre technique de cette demande-là, pour éventuellement adopter des actes délégués pour orienter un petit peu plus le système. Voilà. Ok. Toute la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau et qu'est-ce qui n'est pas nouveau. Donc, les SIL, il existe. Donc, là, le problème, c'est quelle différence, et il y en a, entre la personne chargée de la protection des données et les SIL. On travaille ça depuis 2 ans avec la FCDP. Là, il y a un vrai problème. Les règlements européens, tel qu'il est fait, ils donnent des attributions techniques à la protection des données qui font un sacré mélange entre le travail d'un RSSI et le travail de se déléguer à la protection des données. On a identifié donc avec les gens que l'association des SIL qu'on a un risque réel que les SIL et les RSSI se tapent sur la gueule et qu'on a besoin de travailler ensemble cette problématique pour pouvoir clairement définir quand les délégués à la protection des données vont arriver, que sera le SIL, qui est un SIL étendu. Le problème, c'est que l'extension est faite sur le terrain des RSSI. Donc, il va falloir que calmement, dans chaque entreprise et au niveau des associations, on essaye de délimiter le terrain de chacun. Comment aujourd'hui, quand on est RSSI ou FSSI, on peut jongler avec l'ensemble de ces lois? Est-ce qu'on ne devient pas un peu schizophrène? On va essayer d'appliquer des lois françaises, des lois européennes qui viennent par-dessus tout ça, et puis des lois américaines, puisque maintenant on vient de s'apercevoir qu'on est aussi des citoyens américains. Donc comment faire pour pouvoir s'en sortir dans tout ça, et comment suivre ceux qui ne respectent pas la loi, que ce soit les personnes qui sont censées l'appliquer ou ceux qui la transgressent parce que ce sont des criminels, quelle que soit leur nature?
Quel éclairage donner à l'auditoire sur cette schizophrénie naissante chez nous RSSI? En fait, ça va être difficile de ne pas refaire à nouveau une conférence, tellement le sujet est vaste. Alors, le cadre existe. C'est aussi notre métier, notre devoir de conseil, aussi d'informer sur les cadres à venir et d'informer aussi sur des lois. Alors, on a parlé du Patriot Act, on aurait pu parler d'autres textes aussi, qui ont des conséquences sur notre situation en France. Donc, le fait de vous donner un panel non exhaustif, parce qu'on n'a pas du tout été dans l'exhaustivité, on a été, parce que le temps de parole est extrêmement réduit, il faudrait des journées, et ce débat est extrêmement passionnant, c'est aussi d'éclairer et de vous donner des réflexes, des bonnes pratiques, des mises en œuvre, et d'avoir, après, vous allez vous faire assister par votre service juridique en interne, vous allez vous faire assister par votre avocat, vous allez vous faire assister par des professionnels du secteur d'activité. Donc, c'est d'avoir ces réflexes, soit des réflexes donnés à caractère personnel, des réflexes Patriot Act en disant tiens, j'ai entendu quelque chose, que ce soit des réflexes sur les projets de directive, sur la cybercriminalité ou sur les textes qu'on a évoqués très succinctement, tant Myriam que moi, sur l'OPSI du judiciaire, sur la LPM de l'administratif, sur ces problèmes de rééquilibrage et d'équilibrage tout court entre liberté fondamentale, pouvoir, c'est aussi, je dirais, pour faire beaucoup plus global et aller au-delà des sociétés, des problèmes de citoyens. Citoyens en ayant conscience et connaissance, je veux dire, dans le monde dans lequel on évolue. La technique évolue, l'état de l'art évolue d'une manière constante. Il faut savoir, il faut avoir des réflexes, des bonnes pratiques, et les outils sont là. Après, faire un panel exhaustif en dressant, attention, la checklist de tout, cette soirée, ça va être beaucoup trop court. Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste pour compléter, effectivement, je pense que dans ce domaine, on est vraiment en formation continue. C'est vrai que depuis quelque temps, de plus en plus, même des grandes entreprises nous sollicitent, même s'ils ont des services juridiques tout à fait étoffés. Et ça, je trouve ça très intéressant. C'est des échanges entre justement services, direction des systèmes d'information, avocats, magistrats. Parce que c'est vrai qu'à partir du moment, alors j'avais donné d'abord la parole à la défense, je dirais, et en cas d'infraction, il peut y avoir évidemment des sanctions et le parquet peut intervenir, mais c'est quand même, on ne va pas au commissariat du coin dans tout ce domaine ou à la brigade de gendarmerie du coin, c'est des stratégies procédurales, il faut prendre contact avec les services spécialisés, lequel, etc. Donc il faut connaître aussi les attributions de chacun des services, il faut pouvoir échanger, et c'est tout l'intérêt aussi de ces rencontres, parce que les textes sont complexes. Il faut savoir quand même globalement qu'en France, on a tendance à dire on est en retard, c'est beaucoup mieux ailleurs. C'est faux. On a quand même un arsenal assez complet. Après, il y a le problème évidemment d'entreprises basées aux États-Unis, mais qui ont des activités en Europe et particulièrement en France. Donc là aussi, je dirais pour résumer, il y a deux axes, en tant que praticien du droit, c'est quelle est la compétence territoriale, quel est le texte qui s'applique, et la preuve. Voilà, les deux, pour résumer, c'est ça. La preuve et recueillir la preuve numérique, c'est quand même plus complexe, parce qu'on a aussi, et je le comprends, je serai avocat, je ferai pareil, certaines procédures peuvent être insécurisées. Donc, évidemment, est-ce que la preuve a été recueillie, même si la preuve est libre en matière pénale, elle peut être recueillie dans des conditions déloyales, etc. Donc, il faut sécuriser les procédures. Aujourd'hui, les systèmes d'information, parce que la preuve, en l'occurrence, c'est une de mes spécialités. Alors, pas sur les systèmes d'information, je tiens à le préciser, au sens site internet ou au sens grandes entreprises, mais la preuve de sécurité sur des équipements embarqués, sur des téléphones mobiles, sur des cartes à puce, sur des systèmes de paiement, des choses comme ça. Bon. Il y a moyen, techniquement, de construire des preuves qui sont opposables juridiquement grâce à de la technologie. Ça, c'est faisable. C'est compliqué. Si ça devait être mis en place, il faudrait que ce soit fait progressivement, ça prendra du temps, mais dans le cadre de la mise en application de ce règlement, c'est quelque chose qui est faisable, qui est réalisable. C'était un petit peu mon propos tout à l'heure au niveau de la présentation. C'est un sujet qui est compliqué, mais ça existe. De la preuve en matière de sécurité, ça se fait déjà depuis de nombreuses années sur des équipements embarqués.
c'est plus compliqué à adresser, mais ça peut se faire aussi sur des systèmes plus complexes, sur des systèmes d'information. Mais ce n'est pas les mêmes niveaux non plus qui sont attendus, parce qu'on peut exiger des niveaux de preuve très forts, avec des niveaux de résistance très élevés. On peut aussi penser à des niveaux de preuve qui soient moins compliqués à mettre en œuvre et qui permettent d'amener des éléments concordants et des garanties sur les comportements des systèmes d'information, sur des non-dépassements de limites, sur des licités de traitement. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent se construire. Mais il faut qu'il y ait une volonté globale, donc une volonté politique. Globalement, pendant tout un moment, on avait, quand Internet se développait, etc., on pouvait considérer qu'on avait une sorte de vide juridique sur beaucoup d'aspects, parce qu'il y avait des nouveaux usages, des nouvelles technologies, et en fait, le législateur n'avait pas encore mis en place les dispositifs et accessoires nécessaires pour ça, donc ils étaient traités via les textes existants qui n'étaient pas toujours adaptés. Donc il y a eu la loi Godefrein, il y a le paquet télécom qui sont ciblés sur certains usages, donc c'était déjà un bon début. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, on tente à avoir des règlements ou des directives ou des décrets, je ne sais pas, qui s'appliquent sur les nouveaux usages, sur les nouvelles téléprocédures, sur la dématérialisation. Donc de plus en plus ciblés par rapport aux usages réels de ce qu'on fait d'Internet en tant que consommateur, en tant que citoyen. Et donc en fait, ça va dans l'amélioration, même si c'est contraignant, parce que le but c'est de nous protéger, entreprises et citoyens. Donc ça va dans le bon sens. Et on voit que pour les entreprises aussi, notamment, on parlait de la loi de programmation militaire qui va notamment traiter des OIV, elles étaient dans un grand flou par rapport à leurs obligations vis-à-vis de leurs activités, vis-à-vis de l'État. De plus en plus, au moins, le cadre sera défini. Alors après, il y a l'inconvénient qui fait qu'il sera contraignant et elles ne pourront plus faire ce qu'elles veulent. Mais ça va aussi les protéger vis-à-vis de leurs obligations, en quelque sorte. Et on peut considérer que globalement, la réglementation tend à rattraper son retard, je pense. Donc c'est un petit peu comme le gendarme et le voleur. Le gendarme a toujours un temps de retard sur le voleur, mais quand il rattrape un peu le retard, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir, et il y en a déjà qui sont parues, il y en a encore beaucoup qui vont venir. Par l'ANSSI, par la BCE, voilà. Vous avez parlé du problème de compétences notamment. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver des fois sur des sujets qui peuvent être traités par deux compétences différentes, deux compétences nationales différentes, et qui finalement arrivent à juger la même chose de façon radicalement différente, c'est-à-dire ne pas trancher finalement? Est-ce que juridiquement ça peut arriver sur des problématiques C'est vrai que la question est assez complexe. L'objectif maintenant, c'est de regrouper les procédures concernant des mêmes problématiques. D'ailleurs, il y a une plateforme de signalement, on a des services. C'est vrai qu'on parle. J'ai remarqué, d'ailleurs, c'était le cas dans le rapport Bockel, on ne parle que de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Et le rapport, par exemple, demandait la création d'une juridiction à compétence nationale, une juridiction spécialisée. Mais il y a des structures, il y a un office, il y a des services spécialisés. Donc après, c'est ce que je disais, c'est une politique publique, une politique pénale à définir, donner des critères. Bon, il y a eu récemment une circulaire sur la plateforme Pharos pour justement éviter ces conflits de compétences territoriales. C'est vrai que parfois, même entre une juridiction interrégionale, pour l'instant, il n'y a pas de cyber-juridiction. Mais imaginons que, d'ailleurs, il y aura une certaine logique, comme en matière de terrorisme, on pourrait envisager une juridiction parisienne qui traiterait les affaires, par exemple, visant des OIV, avec un degré de complexité d'une dimension internationale. En plus, les plus grosses affaires, elles se situent quand même soit dans les juridictions interrégionales spécialisées ou la région parisienne. Il y a aussi un autre problème, c'est par exemple, dans le ressort de la Cour d'appel de Versailles, il y a la plupart des offices qui sont basés sur Nanterre. Ça génère aussi un contentieux. Donc il y a des décalages qu'on étudie là, actuellement en matière de compétences territoriales pour éviter les doublons. Hein. En fait, c'est ça. Mais normalement, les dossiers les plus importants sont signalés au niveau du ministère. Hein. Et c'est aussi
aussi le rôle d'une des directions de pouvoir donner des orientations pour éviter par exemple, deux informations judiciaires qui pourraient être regroupées. Après, il y a des jonctions de procédures. Enfin, alors là, je rentre dans une cuisine qui nous prendrait la soirée. Merci mesdames, merci monsieur de votre participation à cette conférence. Vous retrouverez donc après un mot d'introduction de Stéphane Ducrot, notre sponsor de la soirée, donc de Telecity Group, qui est sponsor inclusif du cycle de conférence, un cocktail de remerciements, de bienvenue. Ah, par là-bas, excusez-moi, c'est le sens-là, vu le bruit qu'il y a derrière, je pensais que c'était déjà commencé, du coup, je m'inquiétais, je me suis dit, ça va arriver trop tard. Écoutez, en tant que vice-président, membre du conseil d'administration et membre du Clusif, je tenais à vous remercier toutes et tous de votre participation en 2013 sur nos cycles de conférences. On vous donne rendez-vous, le 16 janvier pour le panorama de la cybercriminalité. Alors on va voir un des sujets qui a été abordé cet après-midi et on le verra de façon non pas plus concrète mais sous un angle plus technique peut-être ou peut-être moins juridique avec les conséquences que ça représente et ce que ça revêt dans la vie réelle aujourd'hui. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un très bon Noël et de bonnes fêtes de 2014. Merci.